Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 178 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 février, nous démarrons cet enregistrement à 8h54. Alors aujourd'hui, on va essentiellement parler du théâtre ukrainien, mais comme d'habitude, on fera un petit tour de l'actualité internationale. Et puis, malheureusement, comme d'habitude, on démarre ce bulletin par un message de soutien pour nos amis d'SOS Donbass qui sont toujours sous les verrous. Anna Novikova, Vincent Perfetti, d'autres personnes qui sont pour le moment toujours anonymes. Un message de soutien également donc à ceux qui sont sanctionnés par l'Union européenne, que ce soit Xavier Moreau, Jacques Beau, Nathalie Yamb, et quelles que soient les divergences d'opinion qu'on peut avoir avec certains, eh bien, on doit quand même les soutenir parce que leur liberté d'expression est entravée et que c'est tout à fait insupportable. Ensuite, un petit tour de l'actualité internationale. Alors on va commencer par une actualité très française mais qui est très importante par rapport à la géopolitique, puisque ce sont les conséquences de la mort de Quentin, avec cette question très immédiate au niveau du déroulé de l'actualité et des focalisations de l'actualité sur tel ou tel sujet. À qui profite le crime ? À savoir la mise au second rang, pour ne pas dire au placard, de l'affaire Epstein. C'est-à-dire que si vous l'avez pas assez remarqué, depuis cette tragédie, eh bien, on voit plus du tout l'affaire Epstein au premier plan des informations. Et ça intéresse bien évidemment tout le monde. Le pouvoir, les gens qui pouvaient être ciblés, et en particulier tous ceux qui n'étaient pas simplement liés, je n'ai cessé de le dire, au volet pédocriminel, mais aussi au volet, et c'est le plus important, financier, économique et politique. Tout ça est passé au second plan, dans le meilleur des cas, au niveau des médias de grand chemin. Voilà d'abord le premier effet favorable à nos maîtres de cette tragédie de la mort de Quentin. Ensuite, en ce qui concerne les circonstances, il semblerait qu'on ait donc eu lieu à un affrontement entre deux groupements, un d'extrême gauche, un d'extrême droite, qui pour les uns comme pour les autres, alors semble-t-il, il y en a un qui a encore une légalité, c'est Némésis, et puis de l'autre côté la jeune garde qui avait donc été interdite par le ministère de l'Intérieur il y a quelques mois. Je vais pas revenir sur les polémiques à l'intérieur de la polémique en France elle-même, parce que c'est l'écume des choses. La réalité, c'est que tout ça, je l'ai écrit sur Facebook, je l'ai écrit sur mon compte X, tout ça est, à mes yeux, une manipulation de part et d'autre, aussi bien donc des antifas complètement ridicules qu'on connaît depuis des années et qui néanmoins sont capables d'être très dangereux, et puis les patriotes quand on ras-le-bol de la situation dans laquelle la France est en train de sombrer et qui vont au gré des différentes officines qualifiées de droite extrême, parce que bien évidemment, si vous êtes à la jeune garde, vous êtes de gauche, de plus en plus maintenant d'extrême gauche, mais je vais expliquer pourquoi. Et puis si vous êtes dans l'opposition radicale à droite, vous êtes à l'extrême droite, vous êtes un néo-fasciste, un néo-nazi, tout ce qu'on veut. Alors je dis pas qu'il y en a pas, mais enfin de là à nous dire que tout le monde l'est, c'est beaucoup trop facile, une fois encore. Et donc on voit que ce qui va ressortir de tout ça correspond à un scénario que l'Europe a déjà connu en Italie dans les années 70, qu'on appelle les années de plomb. C'est la stratégie de la tension, c'est-à-dire qu'on va se faire affronter les extrêmes politiques dans l'idée de mieux contrôler le pays pour nos maîtres, c'est-à-dire bien évidemment les intérêts extérieurs américains, ou là certains intérêts semble-t-il israéliens, puisque je rappelle que faisaient des patriotes français normalement nationalistes ou en tout cas souverainistes pour contrer une prise de parole de Madame Rima Hassan au sujet de la Palestine. Je vois pas très bien, je parle de Némésis, et pourquoi ensuite d'autres jeunes sont venus soi-disant aider Némésis. Je vois pas où était il y a quelque chose d'obscur dans tout ça, que Madame Rima Hassan s'exprime, c'est, comme je viens de le dire en préambule, c'est tout à fait son droit, et que on vienne manifester, ça aussi
c'est tout à fait son droit à chacun, mais je ne vois pas le lien pour des patriotes français de venir manifester contre Madame Rima Hassan, sinon pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Et là, on voit bien se dessiner tout l'arc CNews de tous les droits attardés qui sont pro-sionistes à fond les balais parce qu'ils peuvent pas supporter la présence du moindre ressortissant arabe dans la rue ou ce genre de choses. Donc on voit bien que tout ça est cousu de fil blanc. Donc l'objectif, c'est comme en 1970, à la fin des années 70 en Italie, c'est les marionnettistes qui tenaient d'un côté, pareil, les ultra-fascistes italiens, parce que ils ne manipulaient pas que les brigades rouges. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La CIA manipulait autant les brigades rouges qu'elle manipulait les fascistes italiens et les nostalgiques du fascisme. Voilà, pour permettre à l'extrême centre qu'était la démocratie chrétienne de Monsieur Andreotti, alors même si Aldo Moro faisait partie de ce centre démocrate chrétien, malheureusement, lui, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, et donc on a favorisé son élimination en utilisant les brigades rouges comme bras armés, tout comme là, on utilise toutes ces petites milices de part et d'autre de ce théâtre pour les faire s'affronter au profit de l'extrême centre, pour, comme en Italie, instaurer un système de plus en plus, alors beaucoup plus dur finalement que celui auquel l'Italie a eu droit, qui est un système avec le contrôle intégral, avec la monnaie numérique, avec le volet santé qu'on a connu avec le Covid et les injections obligatoires, etc. Voilà à quoi sert sur le long terme, ou le moyen terme même, puisqu'il va y avoir aussi le volet électoral, voilà à quoi sert tout ça, au-delà du fait de voir ces affrontements entre groupuscules. Des affrontements comme ça, il y en a toujours eu, et alors je dis pas qu'il y en aura encore, il y en aura peut-être encore quelques-uns, et puis l'objectif aussi, c'est donc comment instaurer ce système. Eh bien, il faut disqualifier un des opposants de ce système. Alors, c'est pas mon opposant préféré, vous le savez, puisque c'est la France insoumise que j'abhorre, et qui se prend dans la figure le retour de bâton de sa stratégie après l'échec de Jean-Luc Mélenchon en 2017 à la présidentielle, où on a écarté des gens pour lesquels j'ai le plus grand respect et que je salue, comme Georges Kuzmanovic, et donc puisqu'on a écarté ces gens-là, puisqu'on a écarté cette ligne politique-là, eh bien Mélenchon se reprend dans la figure le choix qu'il a fait, celui de trahir les intérêts des autochtones en se mettant comme si les immigrés avaient besoin d'un porte-étendard rien qu'à eux, au lieu qu'il reste le porte-étendard du peuple français, quelle que soit sa diversité ethnique, voilà, mais que nous sommes plus que un peuple, nous on n'est pas les Allemands, c'est pas le sang qui coule dans nos veines qui est le plus important, c'est l'adhésion au projet national, voilà. Alors on peut dire bah oui, mais les arabo-musulmans c'est plus compliqué, très bien, pas de problème, mais de là à se concentrer que sur eux au détriment de la majorité, Mélenchon se reprend ça aujourd'hui dans la figure. Ses adversaires de l'extrême centre se frottent les mains parce que le premier objectif de cette mise en coupe réglée du politique en France par cette espèce de stratégie de la tension 2.0, ça va être de mettre Mélenchon en situation insupportable pour l'empêcher de faire quoi que ce soit au présidentiel l'année prochaine. Voilà. Et ce faisant, on pourra donc instaurer un système avec de plus en plus de contrôle numérique, avec ce que nous promet Macron à partir du mois de septembre, au niveau de tout ce qui est monnaie numérique avec l'euro numérique, et puis bien évidemment tout le volet sanitaire qu'on a connu avec le Covid. Voilà. Donc tout ça, c'est très dramatique, bien évidemment, pour ce jeune qui en plus était catholique, pratiquant, etc. Et donc vous vous doutez bien que ça touche ma corde sensible personnelle, mais ça reste, ça aurait été, comme ça a été le cas du petit Clément Méric, tous ces pauvres gosses sont les instruments involontaires d'un système qui les utilise, qui se moque complètement d'eux et qui les instrumentalise en permanence pour ses intérêts à lui et certainement pas pour les causes qu'il souhaite défendre les uns comme les autres. Alors bien évidemment, ce qui est insupportable avec les gens qui sont du côté gauche de l'échiquier politique, c'est que eux, ils viennent toujours vous remettre sur le coin de la figure, qui sont du bon côté du manche. Voilà. Alors ça reste toujours la
chose la plus insupportable chez eux, qu'on trouve beaucoup moins souvent chez des gens comme le profil de Quentin, c'est évident. Mais là, voilà, il faut dépasser ces clivages-là, il faut monter de 2 crans, il faut comprendre que, alors oui, il y a les choses immédiates, hein, il y a les problèmes de là, qui était lié à tout ça, qui avait connaissance de tout, qu'est-ce qui s'est dit là depuis jeudi dernier entre le moment où les faits ont été commis et puis les arrestations, tout ça c'est de l'écume, hein, et puis le problème de la France insoumise, mais tout ça cache un problème beaucoup plus grave qui est la mise en coupe réglée de notre pays par l'extrême centre, comme on a mis l'Italie en coupe réglée au profit de l'extrême centre que représentait Andreotti dans la démocratie chrétienne en Italie, ce qui leur a permis de conserver le pouvoir de manière continue et de se vautrer dans la corruption la plus inimaginable pendant 2 décennies, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné à dire non, on va peut-être changer tout ça, et qu'Andreotti avoue une partie très importante de tout ce qui avait été commis pendant ces années-là, hein, faut pas l'oublier. Voilà. Donc ça, c'était le premier point de l'actualité internationale. Le second point qui défraie un peu la chronique, comme d'habitude, c'est ceux qui veulent nous dire demain il y a la guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Hein, donc on a eu un article d'Axios hier qui est venu renforcer cette théorie. Il y a un déploiement militaire de plus en plus important de la part des États-Unis au Proche et Moyen-Orient. Est-ce que pour autant Trump va se suicider politiquement en attaquant l'Iran? Je pense toujours que non, puisque les négociations, alors c'était pas à Oman, c'était sous l'égide d'Oman à Genève, ont recommencé en début de semaine et continuent de se poursuivre avec des points d'avancée. Donc ça veut pas dire, donc Trump en fait, je pense qu'il joue comme d'habitude. Alors d'un côté, il faut pas oublier qu'il parle aux Israéliens, c'est pour ça qu'il met le paquet en termes de moyens pour dire attendez, regardez, on vous abandonne pas, hein, n'allez pas vous précipiter là-bas tout seul, on est là, on amène encore du monde. Et puis de l'autre côté, de dire aux Iraniens, vous avez intérêt à ce qu'on trouve assez rapidement un terrain d'entente, parce que j'ai quand même ramené du monde. Voilà. Maintenant, pour Trump lui-même en termes politiques, s'il s'engage dans ce qui sera une guerre, ça pourra pas se limiter à des frappes. Ou alors, il a un coup encore théâtral du type Midnight Hammer sous la main pour nous faire, pour nous vendre du rêve entre guillemets côté israélien ou enfin vendre du rêve aux Israéliens ou vendre du rêve aux néocons qui restent aux États-Unis, en faisant quelque chose de très fort symboliquement, mais qui ne portera pas à conséquence plus que ça sur le plan militaire et qui ne provoquera pas un embrasement. Voilà, parce qu'il faut jamais oublier ça dans l'arsenal des moyens dont dispose Donald Trump, c'est qu'il a toujours cette possibilité de faire quelque chose de très spectaculaire, qui parfois ne tue personne, hein, d'ailleurs, faut pas l'oublier. Et puis parce que là, sur ce qui s'était passé pendant Midnight Hammer, on n'a aucun décompte du côté iranien du fait qu'il y ait des gens qui aient été tués. Hein. Faut pas l'oublier non plus cette affaire-là. Et donc qu'on ait quelque chose de très spectaculaire, que ça force les Iraniens à changer de posture officiellement sur le plan diplomatique, mais que tout ça reste du grand théâtre. Parce que si Donald Trump ne fait pas ça et qu'il rentre vraiment dans une idée d'une série de frappes, hein, comme le laissait entendre cet article, conjointe avec Israël, alors là, Donald Trump se suicide politiquement, il gagnera certainement pas les midterms, parce que affronter l'Iran, c'est pas une opération contre Caracas, hein, en plus de ça, là, les Russes viennent de faire passer dans le détroit d'Ormuz un de leurs navires de guerre qui, je crois, est arrivé à Bandar Abbas, à vérifier. Si vous avez ça dans les infos, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Donc aujourd'hui, la situation, certes, est très spectaculaire, mais encore une fois, il faut quitter le champ du spectaculaire, faut l'analyser, mais il faut pas y demeurer pour essayer de comprendre ce qui peut se jouer. Donc, pour moi, on va rester sur quelque chose de diplomatique. Et si Donald Trump décide de franchir le cap de frappe autre que symbolique, alors là, c'en est fini de MAGA, c'en est fini de sa présidence, et J.D. Vance peut dire adieu à son éventuelle élection dans 2 ans et demi à la Maison-Blanche pour succéder à Donald Trump, parce que là, MAGA ne tiendra pas face à une telle contradiction par rapport au programme de Donald Trump, parce que
Si on va au-delà de la frappe symbolique, ce sera un enlisement quoi qu'il arrive, et ça, Donald Trump, en termes de politique intérieure, ne peut pas se le permettre avec sa base électorale. Voilà donc pour l'actualité internationale la plus importante de ces 4 derniers jours. Avant de passer au dossier ukrainien, donc comme d'habitude, un grand merci pour votre retour de fidélité. Alors même si c'est un petit peu timide parce que certains n'avaient encore pas écoutez les bulletins dans leur intégralité. Faut pas couper quand on fait un bulletin. Tout est important du début jusqu'à la fin. Donc nous avons bien repris les bulletins tous les lundis et tous les jeudis. Donc reprenez le contact avec nous tous les lundis. Vous l'avez suffisamment réclamé. Donc maintenant c'est de nouveau disponible. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à notre Patreon. On a fait quelques articles intéressants cette semaine justement sur le déploiement de forces américains. On a traduit quelques articles sur le déploiement américain au Proche et Moyen-Orient. Vous pouvez toujours aussi donc nous soutenir en direct quand vous regardez cette vidéo, en direct quand vous la regardez chez vous, pas en direct parce qu'elle n'est pas diffusée en direct, avec le système des Super Thanks, donc les super merci. Vous pouvez nous donner 2, 5, 10. J'ai vu quelqu'un il y a une semaine qui nous a donné jusqu'à 50 € via ce système-là. Un grand merci à vous tous. Et puis si vous préférez, vous pouvez nous soutenir par des dons ponctuels via PayPal. Alors en ce qui concerne les abonnés Patreon, la visioconférence du mois de février donc aura lieu jeudi prochain entre 19h et 21h. Voilà, donc vous allez recevoir bientôt le lien pour le Zoom pour pouvoir vous connecter le jour J. Donc on compte sur vous. N'hésitez pas aussi à repartager toutes nos autres publications, que ce soit sur le blog, sur la page Facebook, la chaîne Telegram, mon compte X. On a besoin toujours de ce système pour nourrir les algorithmes et continuer de favoriser notre visibilité. Voilà. Et puis pour terminer, le petit coin bibliothèque habituel. Alors toujours d'actualité, la fin de la domination américaine, où je reviens donc sur l'état des forces armées des États-Unis et leur doctrine à date de la fin 2025. Donc très important pour comprendre les enjeux, notamment autour de l'Iran. Ensuite, la nouveauté, alors je l'ai reçu il y a 2 jours, j'ai pas encore eu le temps de le lire, c'est le livre de mon ami François Martin, Le chaos du monde, voilà. Alors ça, c'est publié chez Jean-Cyril Godefroy. Donc je vais bien sûr le lire, on en reparlera dans les prochains bulletins, mais je vous recommande les yeux fermés déjà de le lire, et ça insiste principalement sur la France dans le chaos du monde, quel va être le rôle de notre pays dans le redéploiement géopolitique auquel on est en train d'assister depuis quelques années. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur toutes les plateformes. Et puis enfin, même si c'est à caractère historique, mais je ne peux pas m'empêcher de vous le présenter, le dernier livre du colonel Rémy Porte, l'ancien référent histoire de l'armée de terre, la pacification française du Maroc chez notre éditeur commun, voilà, je cachais un peu avec mon doigt, les Médites, alors c'est pareil, je l'ai reçu hier, je vais le lire et je pense que je vous en reparlerai même ici parce que j'ai toute confiance là encore dans l'auteur sur la qualité de son travail, sur un sujet qui est très intéressant et très peu connu dans notre histoire. Voilà, on a fait le tour, n'oubliez pas, la lecture c'est essentiel pour pouvoir continuer de vous développer intellectuellement, pour faire face justement à toutes les contradictions apparentes, à toutes les subtilités et à tous les coups tordus auxquels on assiste dans la vie politique à chaque jour. Alors maintenant, on va parler de l'Ukraine. Alors aujourd'hui, un point mais extrêmement rapide, les négociations se poursuivent entre Ukrainiens et Russes et ça n'avance toujours pas concrètement, c'est-à-dire que ça avance, mais ça reste des points de détail, des choses qui n'ont rien de déterminant, donc on continue de nous dire ça avance, mais on voit toujours rien sortir de tout ça, donc comme je le dis, ça se terminera via une victoire militaire russe, et puis c'est tout.
Alors, il faut noter que dans la nuit du 16 au 17 février, on a eu une grande série de frappes sur l'Ukraine. On va d'ailleurs afficher la carte tout de suite pour que vous compreniez mieux. Alors, on a eu comme d'habitude des frappes qui ont été localisées entre le front et le Dniepr, mais vous le voyez, il y en a qui ont été aussi faites contre des cibles très loin dans la profondeur, dans l'ouest de l'Ukraine, et notamment donc dans la région autour de Lviv. Donc là, ça a frappé que des infrastructures électriques. C'était l'objectif, encore une fois, c'est d'affaiblir encore un peu plus tout le réseau électrique ukrainien qui tient que par un fil. Alors vous avez peut-être pas vu, mais là c'est la carte de situation pour le 17. Southfront n'en a pas produit pour la journée d'hier, et donc c'est à partir de celle-là qu'on va discuter aujourd'hui. Alors pour la journée d'hier, vous le voyez, les pertes ukrainiennes étaient évaluées par le ministère de la Défense russe pour la journée d'avant-hier, à 1230 soldats tués, blessés, prisonniers ou portés disparus. J'ai regardé celle de la journée précédente, on reste autour des 1200 personnels hors de combat. Comme d'habitude, ce sont des estimations du ministère de la Défense russe qui sont à prendre avec, bien évidemment, toutes les précautions d'usage. Et puis, donc vous le voyez, au-delà donc des frappes sur cette partie ouest de l'Ukraine, vous avez eu encore d'autres frappes sur des systèmes énergétiques du côté de Kryvyi Rog, du côté de Tcherkassy, et puis, bien évidemment, avec une très grande régularité, des frappes sur Odessa, qu'ont touché là encore une sous-station électrique, mais qui doivent également, à mon avis, toucher des entrepôts du port d'Odessa assez régulièrement. Et puis sur la ligne de front, sur le secteur du front de Dniepro jusqu'à Soumy, là, comme d'habitude, poste de commandement, dépôt de munitions, concentration d'unités, on est dans une espèce de régularité de métronome depuis plusieurs mois maintenant. Alors, sur le plan des combats d'importance, avant de rentrer dans le détail des trois secteurs qu'on a relevés, qui sont Kupiansk, Seversk et Konstantinovka, un bilan de ce qui s'est passé donc après ces contre-attaques ukrainiennes. Alors on nous a vendu, dont on a déjà parlé lundi, donc on nous a vendu qu'elles avaient eu lieu parce que les Russes avaient momentanément perdu l'usage de Starlink, qui n'était pourtant qu'un système d'appoint pour eux par rapport à leur gestion des communications et de l'informatique en général de leurs forces armées, et ils ont tout de suite été capables de doubler tout ça avec leurs propres moyens et de passer outre ce problème. Le bilan, c'est ce que je disais lundi, c'est que on est sur des avancées, des contre-attaques locales, tactiques, qu'on portait quelques fruits dans tel ou tel secteur en menaçant les axes de développement de l'offensive russe, c'est-à-dire qu'on a des contre-attaques locales qui ont menacé quelques points de l'offensive russe qui est en cours de manière généralisée sur l'ensemble du front, depuis notamment le fameux Zugzwang de la mi-août, mais rien de plus, c'est-à-dire que ça n'a pas produit d'effets opératifs, alors je parle pas simplement de reconquête du terrain, mais d'effondrement de telle ou telle unité russe qui aurait lâché pied, etc. Ça n'a pas ralenti non plus les opérations offensives de l'armée russe. Alors par contre, le seul point sur lequel il semblerait que les premières informations qu'on avait étaient inexactes, c'est que les pertes ukrainiennes n'ont pas été extrêmement lourdes. Elles ont été importantes, un peu plus importantes que celles des Russes, mais ça n'a pas été l'hécatombe que certains réseaux ont pu annoncer. Donc voilà, on est sur des contre-attaques locales. Je pense qu'on continuera de voir des contre-attaques locales comme ça. Il faut bien comprendre qu'elles ont eu lieu au moment où les négociations reprenaient de plus belle entre Russes et Ukrainiens, et que ça a permis en termes de communication, puisque vous avez peut-être vu sur les réseaux NAFO ou les réseaux ukrainiens, l'ISW qui mettait à jour ses cartes toutes les demi-journées pour nous montrer que l'armée ukrainienne avait gagné 2 kilomètres comme si c'était la percée de Sedan le 13 mai 40, enfin le 14-15 mai 40.
Voilà, c'était vraiment pour essayer de peser médiatiquement par rapport aux négociations. On a vu encore nos gamelins de plateau revenir au secours de la défaite comme d'habitude. Servant qui est venu nous dire comment il a toujours pas retrouvé les 20 000 Russes piégés sur la rive droite du Dniepr, on l'attend toujours, dans l'oblast de Kherson. Voilà, l'idée c'était de refaire encore un coup de com'. Alors je vous renvoie à la vidéo, on va la mettre en lien, d'History Legends d'Alexandre Robert, là, qui est passé avant-hier, où il détaille un petit peu tout ça pour vous dire que voilà, il y a pas de quoi, comme on dit en français, casser trois pattes à un canard, parce que on reste dans la contre-attaque locale. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur le bilan du 16 et 17 février sur 3 secteurs. Kupiansk, Severs et Konstantinovka, qui sont des points importants de l'offensive russe. Et alors on est désolé, pas de rapport de situation particulier sur la journée d'hier. S'il y a eu des développements importants, de toute façon, on en reparlera dès lundi. Alors, on va commencer par le secteur de Kupiansk. En plus, des gens me posaient, semble-t-il, des questions dans les derniers commentaires de la vidéo sur ce qui se passait à Kupiansk. Sur la journée du 16, donc la journée de lundi après-midi, notamment, on a vu que les Russes poursuivaient la réduction de la tête de pont. Alors j'ai tracé schématiquement, et pas complètement d'ailleurs, le tracé de l'Oskol avec un trait bleu là au sud de Kupiansk, pour que vous puissiez comprendre ce qui reste de cette tête de pont ukrainienne à l'est de l'Oskol. Donc vous voyez que les Russes sont à la manœuvre pour la réduire de toutes parts, finalement. Je rappelle que l'objectif, c'est de rouvrir la route verte pointillée qui permet d'atteindre via Petropavlivka et Kucherovka la ville de Kupiansk, puisque pour le moment, la seule route d'approvisionnement et d'acheminement des renforts qui est sûre vient du nord par Petropavlivka, mais vous voyez qu'elle borde la zone grise, donc les Russes ne doivent pas encore pouvoir emprunter cette route de manière très importante, ou en tout cas avec un débit très important, parce qu'il faut encore la sécuriser. Donc ils ont lancé des attaques plutôt par le sud pour atteindre Podoli, qui est encadré en violet. Ils ont bien évidemment aussi lancé des attaques de part et d'autre depuis Kurilovka, qui est partiellement conquis depuis plusieurs jours déjà, depuis Pechanoye, vous le voyez également. Donc, et dans Kupiansk, vous voyez que les Russes, il n'y a pas d'encerclement particulier, ils sont toujours maîtres d'une partie de la ville, qui doit maintenant correspondre à peu près 50-60% de la ville est sous le contrôle de l'armée russe. Ils continuent d'attaquer via des attaques locales, on n'est pas sur une offensive également depuis les positions qui tiennent dans Kupiansk. Et puis les Ukrainiens ont cessé les opérations d'attaque dans cette zone. Ils lancent effectivement de temps en temps des contre-attaques, mais c'est tout. Donc comme ce qui s'est passé là précédemment la semaine dernière, je le rappelle, comme ce qui s'était passé avec Toretsk l'année dernière, on a été sur des opérations de communication. On a envoyé du monde, replanté des drapeaux qu'on a vite filmés, pour un résultat final qui n'est que de la com et qui militairement n'a pas changé la donne sur le plan opératif. Voilà. Alors que les Russes, eux, du coup, continuent de mener leurs opérations à l'économie en vie humaine, à l'économie aussi de vitesse, parce que la météo est toujours défavorable. Je vous rappelle qu'on est sur des températures, alors elles ont un peu augmenté, mais elles sont toujours autour de moins 12, moins 15, moins 16 degrés en fonction du front. Donc ça ralentit toujours le cours des opérations militaires. Ça a aussi permis la reprise de certaines zones grises par les Ukrainiens lors de leur contre-attaque, parce que on laisse peu de monde sur les avant-postes quand la météo est aussi défavorable, puisqu'il faut éviter que les gens soient dans des trous d'hommes isolés sans capacité de se chauffer. Donc on se replie sur la vraie première ligne défensive, mais tous vos avant-postes sont généralement vides, donc ça permet à l'adversaire de plus facilement venir à nouveau les occuper et puis de revendiquer des gains de terrain. Faut pas l'oublier non plus. Voilà.
Donc pour la journée du 16 sur Kupiansk, on en était là. Il n'y a pas eu de modification pour la journée de mardi. Et donc j'ai vérifié via d'autres cartes sur la journée d'hier non plus. Maintenant on va descendre un peu plus au sud sur le secteur de Seversk. Alors depuis que Seversk est tombé, les Russes opèrent des attaques pour sécuriser la route que j'ai surligné en vert, qui relie Seversk à Liman. Liman, c'est en haut à droite, à gauche, pardon, en haut à gauche de la carte. Si on dézoomait la carte. Et donc le but de l'armée russe, c'est de pouvoir sécuriser cette route totalement, En plus, elle franchit, vous le savez, vous le voyez, le Seversky Donetsk, donc de rétablir le pont sur le Seversky Donetsk de telle sorte à ce qu'on puisse parcourir avec un flux important de matériel et de logistique cet axe, pour pouvoir attaquer Liman de 3 côtés avec des forces importantes. Et donc les Russes continuent d'étendre leur contrôle vers le sud de cette route, de telle sorte à la mettre complètement hors de portée, à la fois bien évidemment des drones, de l'artillerie et d'éventuelles contre-attaques de l'armée ukrainienne. Alors pour le moment, sur cette rive-là du Seversky Donetsk, ça fonctionne plutôt pas mal, depuis que Reznikovka est tombé. Les Russes, toujours de manière lente mais assurée, poursuivre cette sécurisation. Du côté de l'autre côté du Seversky Donetsk, à proximité de Yampol et de Liman, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est en forêt, que ça facilite la défense et que les Russes mettent un peu plus de temps, d'autant qu'ils continuent leurs assauts sur les faubourgs de Liman simultanément. Donc ça, c'était pour la journée du 16 février pour le secteur de Seversk. Et puis maintenant, on va descendre encore un peu plus au sud, sur le secteur de Konstantinovka, qui est un secteur, alors là c'est pareil, on vous parle de la moindre contre-attaque ukrainienne qui a repris un bout d'un village ou un village, mais ce qui se passe à Konstantinovka, qui est pourtant très important sur le plan opératif, puisque là on est dans la zone de l'effort principal de l'armée russe, le Schwerpunkt, où la ville est un objectif très important à avaler. On est sur quelque chose qui est, même en termes de taille, c'est plus grand que Pokrovsk. Alors c'est aussi grand que Pokrovsk, Mirnograd, l'agglomération jumelle, mais là, et puis en termes de défense, c'est encore plus costaud que Pokrovsk, Mirnograd. Donc les Russes, alors vous le voyez, ils ont sécurisé complètement la route qui part vers le coin droit en haut de la carte. Là, cette route-là, elle est sécurisée et vous le voyez, ils ont étendu suffisamment leur position vers le nord pour pouvoir éloigner les Ukrainiens qui voudraient mettre une contre-attaque locale en place assez rapidement dans cette zone. Et puis, ils progressent là encore régulièrement, mais sûrement depuis le sud. Ils ont pris Bereztok, et depuis Bereztok, ils continuent d'avancer. Donc là, c'est dans les faubourgs sud de Konstantinovka. Et puis, pareil, ils ont partiellement pris le contrôle d'Ilinovka. Et pour moi, cette avancée-là va leur permettre, et ça je le dis depuis probablement même la fin 2025 ou tout début 2026, de pouvoir attaquer la route qui relie Konstantinivka au secteur Slaviansk-Kramatorsk, enfin Kramatorsk et Slaviansk, dans cet ordre-là si on remonte vers le nord, avant de mener un assaut en règle contre le centre-ville. Et c'est pareil, c'est pour ça que j'ai mis 2 flèches jaunes, pointillés, c'est pareil au nord, ils vont aussi pouvoir contourner la ville par le nord, pour pouvoir la couper et mener donc cet assaut en règle dans des conditions beaucoup plus favorables, puisqu'ils auront entravé la logistique de l'armée ukrainienne et de la garnison ukrainienne de Konstantinovka. Je vous rappelle que c'est le modus operandi de l'armée russe qui a été testé d'abord à Alep en Syrie et qui est aujourd'hui devenu, on va dire, pas leur recette, mais leur marque de fabrique à chaque fois qu'ils donnent l'assaut d'une agglomération. Ils procèdent toujours de la sorte, en sachant bien évidemment qu'ils n'encerclent jamais totalement la ville. Ils laissent toujours une porte de sortie de quelques centaines de mètres aux courageux qui voudraient tenter d'évacuer la ville pour mieux pouvoir s'en emparer sans avoir à combattre. Voilà. Donc,
Et j'ai oublié de le mentionner, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur la doctrine de l'armée russe en zone urbaine, alors pas telle qu'elle est réactualisée aujourd'hui, mais telle qu'elle était au début du conflit avec l'expérience d'Alep, dans la réédition de mon livre sur Mariupol, puisque ça y est, on a remis le dossier sur l'ouvrage avec GP, avec Géopolitique Profonde, donc on va bien pouvoir rééditer mon ouvrage sur Mariupol, qui devrait sortir d'ici, je pense, la fin de l'hiver, et que vous allez pouvoir lire pour ceux qui n'avaient pas pu avoir leur exemplaire quand il est sorti chez Caractère il y a 4 ans, en 2 tirages, puisqu'il y avait plus de 1000 exemplaires de vendus, et qu'il était épuisé. Là, vous allez pouvoir y accéder de nouveau, et avoir quelques informations complémentaires pour mieux comprendre ce que je dis sur le cas notamment d'Alep en Syrie. Voilà, donc les Russes sont toujours à la manœuvre et à l'initiative dans une offensive qui est généralisée sur l'ensemble du front. Comme on vous le dit à chaque fois, nous on se focalise sur les points d'importance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres secteurs qui sont attaqués. Et les contre-attaques locales ukrainiennes, eh bien, elles ont porté le fruit qu'elles devaient porter sur le plan local, mais il n'y a rien eu sur le plan opératif comme modification. Voilà donc, chers amis, ce qu'on pouvait dire ce matin, donc 19 février, au sujet de l'actualité internationale. Je vous donne donc rendez-vous pour lundi prochain pour un nouveau bulletin du lundi. Donc les abonnés Patreon, vous allez bientôt recevoir le lien pour la conférence de jeudi prochain à 19h. Vous pourrez poser vos questions comme d'habitude, limité à 3 par personne pour qu'on puisse tenir en 2 heures. Jeudi prochain, il y aura bien évidemment un bulletin. Puis je vous le rappelle, vendredi, la semaine prochaine, je sais plus, ça fait le 27 février, du coup, je serai chez l'ami Xavier Moreau dans l'émission Les Français parlent au français, les francophones parlent au francophone, pour évoquer les 4 ans alors pour certains l'invasion de l'Ukraine, pour d'autres l'opération militaire spéciale, en tout cas de la guerre en Ukraine, depuis que l'armée russe est entrée en Ukraine et qu'elle a porté secours aux populations du Donbass qui attendaient ça depuis plus de 8 ans. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas donc à nous soutenir, Patreon, PayPal et puis les Super 5 en regardant cette vidéo. Un très bon week-end à vous tous et surtout un très bon carême dans la paix et la joie de la présence de Dieu. Au revoir.